Donc, on va passer la parole cette fois-ci à Muriel Poli sur les innovations dans le traitement médical. Muriel, c'est à toi, nous t'écoutons. Bonsoir à tous et merci beaucoup au professeur Schweitzer et l'abbé pour leur invitation à vous parler des nouveaux traitements médicaux dans le domaine du glaucome. Traitement médical qui est évidemment le traitement de première ligne chez des patients hypertones et glaucomateux. Et au jour d'aujourd'hui, on a toujours les prostaglandines qui sont les traitements les plus efficaces avec à peu près 27% d'abaissement pressionnel, mais malheureusement une tolérance locale qui n'est pas toujours très bonne, versus les bêta-bloquants avec un abaissement pressionnel un peu moindre, environ 25%, mais un profil de tolérance locale bien meilleur qui favorise aussi l'observance. Et donc, l'idée, évidemment, ça serait d'arriver à trouver des molécules aussi, voire plus efficaces que les prostaglandines, en ayant le meilleur profil d'efficacité, de tolérance possible. Et aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de classes thérapeutiques qui sont étudiées dans le domaine du glaucome. Et je vous présenterai essentiellement celles qui sont déjà disponibles à l'heure actuelle, avec deux grandes molécules, les prostanoïdes donneurs de monoxyde d'azote et les inhibiteurs des gros-kinases. Alors, qu'est-ce que les prostanoïdes donneurs de NO? Le latanoprostenbunone, c'est une sorte de latanoprost+. C'est une molécule qui, lorsqu'elle rentre dans l'œil, se divise en deux molécules. Le latanoprost, que nous connaissons bien, qui augmente les capacités de résorption uvéosclérale de l'humeur aqueuse en modifiant la perméabilité du corps ciliaire. Et puis, ce latanoprostenbunone, il se divise en une autre molécule qui, elle-même, va donner le NO. Et ce NO, il a un mécanisme d'action qui est tout à fait novateur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va favoriser la myorelaxation. C'est-à-dire que le NO inhibe la transformation des myofibroblastes en myocytes. Et ces myocytes, on en a dans le trabéculum et on en a dans le canal de Schlemm. Et en inhibant la contraction de ces cellules musculaires, on va entraîner un relâchement du maillage trabéculaire. Donc un maillage trabéculaire qui va devenir plus poreux au passage de l'humeur aqueuse, mais aussi une relaxation du canal de Schlemm et donc une meilleure absorption de l'humeur aqueuse à travers cette structure. Le NO a aussi une action légère sur la sclère en inhibant aussi l'activité des fibroblastes. Et donc, cette molécule permettrait de rendre la paroi sclérale plus souple et donc de mieux accepter les variations pressionnelles. Alors, on s'y attendrait, c'est une molécule qui est aussi efficace que le timolol, bien sûr, avec 1 à 2 mm de mercure de plus que le maléate de timolol, et avec un profil de tolérance, comme on le voit dans cette étude Apollo, qui est meilleur que celui du timolol, ou au moins aussi bon. L'avantage, c'est que cette nouvelle molécule est plus efficace que le latanoprost, avec 1 mm de mercure, et on le sait, comme on l'a vu dans l'étude canadienne, chaque millimètre de mercure compte lorsqu'on traite des patients glaucomateux. Donc on gagne ici 1,23 mm dans cette étude par rapport au latanoprost, avec un profil de tolérance qui est à la fois meilleur pour certains effets indésirables. On voit que dans le groupe latanoprost, on a un peu plus de 8% d'hyperémie conjonctivale versus 2% avec le latanoprostenbunone, donc c'est une vraie amélioration. Mais dans cette étude, des effets secondaires légers à type d'irritation ou d'instillation aux douleurs légères, mais au final, les effets indésirables totaux étaient un petit peu plus importants pour cette classe thérapeutique. Il est intéressant de voir que c'est une molécule pour laquelle il n'y a pas de tachyphylaxie, comme ça peut l'être par exemple pour la iopidine. Et dans cette étude intéressante, on voit aussi que c'est une molécule qui permet d'améliorer la perfusion vasculaire, maculaire, chez les patients hypertones et glaucomateux. Et c'est intéressant parce qu'actuellement, les études d'OCT-angiographie nous laissent à penser que chez les patients qui ont une moindre perfusion, un moindre maillage au niveau de la macula, une densité vasculaire moins importante, eh bien, on remarque que ces patients sont plus susceptibles à une progression plus rapide ou à une progression tout court. Et donc, on peut imaginer qu'en améliorant ce maillage maculaire, de la perfusion maculaire, et puis ça puisse avoir également indirectement un effet sur une éventuelle moindre progression de la maladie. Aujourd'hui, ces traitements existent, c'est le Vysulta. Il a été approuvé par la FDA en 2017. Par les laboratoires Bosch, et l'inconvénient, c'est bien évidemment le prix de cette molécule qui est de 20 fois plus importante que nos molécules habituelles et qui limite donc son utilisation dans nos pays. Mais on retiendra donc que c'est une molécule qui est plus efficace encore que les prostaglandines avec un profil de tolérance tout à fait satisfaisant. Deuxième molécule, ce sont les inhibiteurs des rho-kinases, avec là un mécanisme d'action différent, mais d'une certaine façon similaire. C'est une molécule qui va aussi agir sur la contraction des fibres musculaires lisses par un mécanisme un petit peu différent. Vous savez, pour qu'une cellule musculaire se contracte,
il y a une relation entre les fibres d'actine et la myosine. Et bien cette rhokinase empêche cette interaction entre ces deux structures et donc favorise là aussi une relaxation du maillage trabéculaire et du canal de Schlemm. Et donc, ces inhibiteurs des ROCK ont surtout une action d'augmenter la résorption classique trabéculaire de l'humeur aqueuse. Mais on a aussi, dans une moindre mesure, une réduction de la production d'humeur par le corps ciliaire et également une amélioration de l'évacuation uvéosclérale par un relâchement de la pression veineuse épisclérale. Alors, c'est une molécule qui est aussi efficace que le timolol, mais avec un profil de tolérance qui, par contre, est nettement moins bon, marqué essentiellement par des problèmes d'hyperémie conjonctivale. Vous voyez que vous avez 53% d'hyperémie conjonctivale, et même si elles sont modérées, c'est un taux qui est très important et qui peut malheureusement affecter l'adhérence et la persistance à nos traitements, versus 8% avec le timolol. Et on a aussi avec cette classe thérapeutique des cornea verticillata résolutives à l'arrêt du traitement, mais qui évidemment ne gênent en rien l'acuité visuelle des patients. Ces effets indésirables sont légers, résolutifs à l'arrêt du traitement, mais importants. Le nétarsudil est par contre moins efficace que le latanoprost, malheureusement, avec en plus d'effets indésirables que le latanoprost. Mais lorsqu'on combine le nétarsudil et le latanoprost, donc une bithérapie à base de nétarsudil, est plus efficace que le latanoprost tout seul. Ce qui serait intéressant, ça serait de comparer nétarsudil plus latanoprost à timolol plus latanoprost, et des études sont en cours, mais les résultats ne sont pas encore publiés. Et on constate là aussi que malheureusement, cette association nétarsudil-latanoprost a un taux d'effet indésirable qui n'est pas négligeable et qui est plus important que le latanoprost bien sûr, mais plus important aussi que le nétarsudil tout seul. Et c'est certainement quelque chose qui limitera un petit peu la prescription de ce collyre. Ce collyre existe déjà aussi. Il a également obtenu une approbation de la part de la FDA en 2017. Ça s'appelle le Ropressa en traitement isolé et le Roclatan en association au latanoprost, avec cette fois-ci des coûts qui sont 3 fois plus importants que nos collyres usuels que nous utilisons en Europe et qui limitent là encore l'utilisation de ces produits. Une étude tout à fait intéressante et qui me paraît indispensable d'évoquer dans le domaine du glaucome, c'est l'étude du microbiome. Alors, microbiome, c'est l'ensemble des bactéries, entre autres, que nous avons à la surface de notre corps et sur toutes nos muqueuses, et qui nous permettent d'avoir un certain équilibre. Et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé en dermatologie, et on s'est rendu compte, par exemple, que les bactéries qui étaient présentes sur la peau de personnes qui avaient de l'eczéma n'étaient pas les mêmes que celles qui n'avaient pas d'eczéma. Et les dermatologues, de plus en plus, proposent des probiotiques à leurs patients eczémateux avec des résultats très encourageants. Et en restaurant une flore normale, eh bien, on arrive à améliorer ces problèmes d'inflammation cutanée qui ressemblent beaucoup finalement aux problèmes de sécheresse oculaire. Et dans cette étude, on s'est intéressé justement au microbiote des patients qui mettent des collyres antiglaucomateux, avec 3 catégories de patients: des patients contrôle qui n'ont aucun collyre, des patients qui ont un collyre de façon unilatérale, donc c'est le groupe DROPS, et NO-BROPS, c'est l'œil contralatéral du patient qui a le traitement dans un œil. Et on s'aperçoit qu'il y a une variété de bactéries qui est beaucoup plus importante à la surface oculaire des patients traités, dans l'œil traité évidemment, mais également dans l'œil contralatéral. Et ces micro-organismes produisent des bactéries, des protéines qui sont pro-inflammatoires et qui participent certainement à l'inflammation de la surface oculaire et à tous les effets indésirables de sécheresse oculaire, de mébomie, de blépharite qu'on peut observer chez nos patients. Et donc c'est un axe de recherche qui est très intéressant parce que c'est quelque chose pour lequel on peut être actif par des probiotiques peut-être, ça on le verra dans le futur, mais c'est un axe qui est très intéressant et qui permettrait peut-être d'améliorer la tolérance de nos traitements locaux. En principe, même coucher, c'est encore meilleur. Alors, je ne sais pas si vous entendez ce patient, puis, mais je pense que vous voyez bien la vidéo. Je suis sur le mur. Voilà, on pense que nos patients mettent bien leur collyre, même quand on leur demande si tout se passe bien. Alors, entre ceux pour lesquels ça ne se passe pas bien parce qu'on a des allergies, des effets indésirables, et ceux qui pensent bien mettre leur collyre, et puis malheureusement,
On voit que dans la vraie vie, c'est pas si simple que ça. Évidemment, le fait de devoir instiller quotidiennement un collyre dans les yeux est un frein énorme à l'efficacité de nos traitements. Et on sait que les défauts d'adhérence ou d'observance représentent plus de 40% des patients que nous traitons. Et donc l'idéal, évidemment, ça serait de trouver des nouveaux modes de délivrance, c'est-à-dire de pouvoir administrer moins souvent, d'avoir quelque chose qui donne un relargage continu pour s'affranchir de ces problèmes d'observance d'une part, mais aussi pour réduire les effets indésirables locaux, pour améliorer la pénétration de nos principes actifs, leur biodisponibilité, c'est-à-dire arriver à avoir des concentrations supérieures dans les organes qui nous intéressent, un meilleur ciblage tissulaire et bien sûr une amélioration de l'attention. Et aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs qui sont à l'étude. Je n'aurai malheureusement pas le temps de tous vous les présenter. On en met sous la conjonctive, on en met dans l'espace épiscléral, on a des anneaux que l'on peut mettre autour de la conjonctive, des dispositifs qu'on peut mettre dans le méa lacrymal, en intravitréen. Et j'ai choisi de vous présenter ce soir les deux dispositifs les plus avancés, le bimatoprost intracamérulaire et le travoprost intracamérulaire. Le bimatoprost Sustained Release est un implant, c'est un polymère biodégradable qu'on injecte à l'aide d'un injecteur qui ressemble à celui de l'Ozurdex. C'est développé par les laboratoires Allergan. Il contient donc du bimatoprost et il est censé effectuer un relargage de ce principe actif pour 4 à 6 mois. Alors bien évidemment, ça ne s'indique qu'en cas d'angle ouvert, hypertonie ou glaucome à angle ouvert. Et on voit dans cette étude que le traitement est aussi efficace que le bimatoprost en collyre, au moins les 3 premiers mois. Et on voit qu'à 6 mois de traitement, on a quand même 71% des patients qui ont reçu un implant qui n'ont besoin ni de traitement additionnel, ni de seconde injection. Donc on a une efficacité qui est tout à fait remarquable et qui se prolonge dans le temps, avec, vous le voyez ici, même à 2 ans après le traitement. Alors encore une fois, c'est un implant qui est donné pour être actif pour 4 à 6 mois, mais même 2 ans après, on a quand même un patient sur 4 qui n'a pas besoin de traitement additionnel et qui a une tension qui est aussi bien contrôlée qu'avec un bimatoprost topique. Là aussi, on améliore vraiment les effets indésirables locaux puisqu'on réduit le taux d'hyperémie conjonctivale quasiment d'un facteur 3, 6% d'hyperémie conjonctivale versus 17%, donc c'est tout à fait remarquable. Et l'inquiétude porte évidemment sur la tolérance de ces implants, surtout lorsqu'on doit les répéter. Et au départ, il a été analysé différents types d'implants avec notamment différentes tailles, et les implants les plus gros ont pu présenter un certain effet sur l'endothélium. L'implant qui est retenu aujourd'hui, qui est commercialisé, c'est le bimatoprost à 10 microgrammes et on voit dans cette étude que 2 ans après l'injection, il n'y a pas de différence significative entre un patient contrôle et un patient injecté. Aujourd'hui, ce traitement est approuvé aussi par la FDA depuis 2020 maintenant, mais pour ces questions de tolérance cornéenne, pour l'instant, une seule injection est acceptée et on nécessite des études un petit peu plus prolongées. Et ces études, l'étude Maya est actuellement conduite pour suivre tous ces patients qui ont été injectés, vérifier l'absence de déficit endothélial et pouvoir étendre les indications à plusieurs injections, évidemment. Mais déjà, avec une injection, il peut être très intéressant pour sevrer, par exemple, la conjonctive d'un patient en préopératoire, améliorer sa tolérance locale de façon transitoire d'utiliser ce dispositif. Et puis, très rapidement, le travoprost en intracamérulaire. Alors là, c'est un petit réservoir qu'on injecte par la chambre antérieure, qu'on va planter dans le trabéculum et on a un ancrage scléral de l'autre côté du trabéculum. C'est un implant en titane et qui est prévu pour un relargage de 6 à 12 mois de travoprost, donc une durée d'action qui est beaucoup plus importante. Et à la différence du bimatoprost Sustained Release, cet implant, il est fait pour être retiré au bout d'1 an et on en met un nouveau. Les études sont en cours, on voit que l'efficacité est tout à fait satisfaisante. Avec, comme on peut le constater, environ 30% d'abaissement pressionnel 1 an après l'injection de ce dispositif. Donc les études sont en cours, elles ne sont pas achevées. C'est un dispositif qui n'a pas encore d'agrément pour son utilisation, mais il est évidemment très prometteur. Et puis pour finir, un mot sur la neuroprotection. Vous savez que malheureusement, la mémantine, l'acétylcholine, pour lesquelles de grandes études ont été menées, n'ont pas réussi à démontrer de preuves d'efficacité en termes de préservation du champ de vision. Et on se tourne aujourd'hui vers les nicotinamides, la vitamine B3. Et de grandes études prospectives avec 500 patients randomisés sont actuellement menées. Et les études préliminaires sembleraient démontrer que cette vitamine B3 pourrait avoir, elle seule, un effet neuroprotecteur.
Donc en conclusion, aujourd'hui, on a quand même des molécules qui sont plus efficaces que le latanoprost, que les prostaglandines en tout cas, avec le latanoprostète-bunol, le Visulta, qui donne un petit peu plus d'hyperémie conjonctivale, mais de façon très modérée. Et les inhibiteurs des rokinases, malheureusement, ne sont pas aussi efficaces et quand même moins bien tolérés. Et puis des nouvelles galéniques très intéressantes vers lesquelles on se tourne évidemment et qui sont l'espoir de notre spécialité avec pour essayer de ne pas avoir à mettre ces collyres chaque jour qui limitent bien sûr l'adhérence à nos traitements. Et l'implant de bimatoprost est au jour d'aujourd'hui le plus abouti. La neuroprotection est en cours d'évaluation et je vous remercie pour votre attention.